Entre nous, l'histoire du Trait-Carré, un balado de 10 épisodes du Moulin des Jésuites. Je m'appelle Delphine et je vous invite à plonger avec moi au cœur de ce quartier unique et attachant. Bienvenue dans le secteur. On aime bien le Trait-Carré. Ben, tu sais, c'est quand même la tranquillité, puis les gens qu'on connaît, puis les gens saluent, les petits coins de verdure, puis les jardins, puis c'est notre chez nous. L'histoire un peu de la colonie, là, ici, là. Il y a toutes des histoires un peu partout. Il s'agit de se promener puis d'aller voir les gens sur les terrains, là, puis des fois, là, puis ça vaut la peine de jaser un peu, puis on en apprend tout le temps. Je pense, la meilleure place au Québec. Moi, j'aimerais vraiment habiter ici plus tard, là. C'est vraiment formidable. Avec le Trait-Carré, je découvre plein de nouvelles choses. On se promène, on s'en va à l'épicerie, on s'en va n'importe où. À tous les fois. Je vois du monde. Ça m'est rarement arrivé de marcher puis de pas saluer les gens. Puis les gens sont fins. Puis « Hey, salut! » Donc, il y a des belles histoires de famille, puis il y a il y a des très, très beaux bâtiments. C'était un beau coin. C'est tellement un beau secteur que tout le monde nous envie. Hein. Il représente mon bonheur. C'est toute ma joie de vivre, dans le fond, pour moi. Là, je me verrais pas en appartement ou en maison ailleurs. C'est mon paradis. Alors, le Trait-Carré, qu'est-ce que c'est? Un quartier vivant, un quartier riche en histoire où il fait bon vivre, comme l'ont si bien raconté les résidents et les résidentes que nous venons d'entendre. C'est un quartier qui témoigne de l'évolution urbaine au fil des siècles. Ce quartier a quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que le Trait-Carré est le Trait-Carré? Le Trait-Carré est situé au cœur de l'arrondissement de Charlesbourg, à quelques minutes seulement du centre-ville de Québec. C'est un site patrimonial protégé depuis 1965. C'est un bijou et un secret bien gardé. Ce village a été fondé en 1665 dans la seigneurie Notre-Dame-des-Anges qui appartient alors aux seigneurs jésuites. À cette époque, le roi de France, Louis XIV, ordonne aux seigneurs de construire des bourgs et des villages à l'écart des cours d'eau. Mais les jésuites ne savent pas réellement comment procéder. Ils vont réfléchir et inventer ce nouveau modèle urbain unique, un carré central dans lequel on va avoir les terres communes, l'église, le cimetière, un petit peu plus tard l'école, et tout autour, 28 parcelles de terre qui vont être attribuées aux censitaires. 28 parcelles de terre en forme de triangle. Ça donne un aspect tout à fait particulier et unique. Imaginez un soleil avec ses rayons. Dans ce village en étoiles, j'ai été à la rencontre des gens qui y habitent aujourd'hui. Je voulais comprendre pourquoi on lui porte autant d'amour. Mais aussi, comment ces gens-là vivent aujourd'hui et comment on l'habitait à l'époque. Et on m'a répondu. On m'a répondu avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai rencontré énormément de personnes. Des personnes de tous âges qui ont accepté de partager leur expérience, de parler de leur maison, de leur vie à l'époque, des champs à perte de vue, des femmes, des hommes qui travaillaient sans relâche. On a jasé des écoles qu'il y avait dans le Trait-Carré. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Des fêtes, de la vie religieuse, des jeux, des loisirs. On a discuté de cuisine, de couture, de la vie des femmes à la maison. On m'a raconté des anecdotes que j'ai bien hâte de vous partager. On a beaucoup ri. Tout ça m'a donné envie d'en savoir encore plus. J'ai donc invité des spécialistes d'horizons différents à venir discuter avec moi de ce coin de pays si particulier. Et comme entrée en matière, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aborde le Trait-Carré d'une façon unique. C'est pourquoi je suis présentement en compagnie d'une personne qui a eu la chance d'observer et qui observera encore le Trait-Carré depuis le ciel. Rien de moins. Bonjour Pierre Lahoud. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder du temps aujourd'hui pour ce podcast Entre nous, l'histoire du Trait-Carré. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, on vous a invité à titre de spécialiste, artiste, pour votre œil expert vu du ciel. Depuis quand faites-vous de la photographie aérienne? Je comprends que l'amour de la photographie aérienne est arrivé en 1976, au moment donc de l'inventaire du patrimoine. Est-ce que vous en aviez déjà fait avant ou c'est vraiment là la première? C'est vraiment là que j'ai pris goût. Parce que voyez-vous, quand on s'envole, ce qui est extraordinaire, c'est premièrement, on découvre un nouvel horizon. Le territoire s'agrandit. Il y a des choses qu'on est incapable de voir du sol, qu'on découvre. Et ça, c'est fascinant. La vue aérienne a
a un avantage extraordinaire, c'est qu'elle nous donne une leçon d'histoire de ce qu'est le territoire, comment il s'est développé et comment aussi il va se développer. Et ça, là, écoutez, j'ai tout de suite aimé ça en 1976. Puis voyez-vous, on est presque 50 ans plus tard et j'aime encore autant ça. Les premières fois que vous avez décollé, ça a dû vous faire comme une sensation, un petit guillis au plus profond de votre être? J'ai toujours une espèce d'euphorie lorsque l'avion se décolle. Et, écoutez, c'est toujours la même chose. Après plus de 5000 heures de vol, j'ai encore le même bonheur. Et malgré tout, parce qu'il faut dire qu'au Québec, on n'a pas des conditions idéales pour faire de l'avion. Lorsqu'on fait de la photographie aérienne, il faut toujours planifier parce que on a à peu près, moi je calcule, à peu près une vingtaine de jours dans l'année où les conditions sont optimales. C'est-à-dire où on n'a pas de vent, pas de turbulence, pas de voile atmosphérique, pas de smog. Il n'y en a pas beaucoup. Alors lorsque vous avez ces journées-là, il faut être dans les airs. Vous n'avez pas le choix. Au final, dans une année, combien de vols est-ce que vous faites? Est-ce que c'est juste ces 20 journées de beau temps ou est-ce que vous volez plus? De temps en temps, une journée peut être mauvaise, mais il y avoir 2 heures de profitable. Alors, écoutez, je peux faire à peu près une quarantaine de vols à chaque année qui me permettent de toujours documenter mon devoir de mémoire et toujours aussi prendre plaisir à faire de l'avion. Ça, pour moi, c'est essentiel. On va prendre la direction du Trait-Carré, donc le site patrimonial de Charlesbourg. Le site patrimonial, il a été déclaré en 1965. Vous n'êtes pas le premier à avoir survolé le Trait-Carré de Charlesbourg. On a Edwards qui a pris des photos en 1936-1937. Est-ce que vos survols, votre intervention à Charlesbourg s'inspire de ces photographies-là? Oui, parce qu'une des photos les plus célèbres du Trait-Carré est celle que M. Edwards a prise en 1936-37. Et c'est la plus célèbre, c'est la plus importante parce qu'on voit à l'époque comment ce Trait-Carré-là était exceptionnel. Alors quand moi j'ai vu la photo d'Edwards, je me suis dit, mon Dieu, il faut à tout prix que j'aille voir cette forme-là remarquable radioconcentrique. Puis je dois vous dire que j'ai été un petit peu surpris parce que lorsqu'on prend l'avion puis on survole le territoire, j'avais en moi cette image d'Edwards. Et lorsque je suis arrivé sur le site du Trait-Carré, j'ai eu de la misère à retrouver l'image parce qu'il y a eu beaucoup de modifications. L'urbanisme a détruit une partie des terres qui sont en forme radioconcentrique. Mais le Trait-Carré original est toujours très présent. Il reste quand même que le Trait-Carré de Charlesbourg est un site patrimonial exceptionnel. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Je le vois à travers les yeux de M. Edwards. Le regard que j'ai, c'est un regard de comparaison par rapport à une photo qui est remarquable, qui est exceptionnelle et qui nous montre une façon de faire unique en Amérique du Nord. Écoutez, là, il y a juste une place en Amérique du Nord où vous avez ce genre d'implantation-là, et c'est ici. J'ai sous les yeux, justement, la photo d'Edwards de 1936. On a, comme vous le disiez, on a un bourg sous les yeux. On a vraiment cette bourgade. Puis, on a les parcelles qui ont leur forme triangulaire. Ça rayonne vraiment loin à perte de vue. Donc, on peut imaginer que quand Edwards a photographié le Trait-Carré de Charlesbourg en 1936, il s'est concentré sur l'église, j'imagine. Ce qui est beau dans le Trait-Carré, c'est la partie de la commune, effectivement, la partie centrale où vraiment il y a une architecture impressionnante. Mais il y a l'église qui prend toute son importance. L'église, c'est nos points de repère dans le territoire. Écoutez, vous êtes en voiture, en bicyclette ou en avion, votre point de repère principal, c'est le clocher. Et dans le cas du Trait-Carré, toute l'importance de l'église est là. Toute l'importance du point de repère visuel est là. Moi, quand j'avais à photographier le Trait-Carré, la première chose que je faisais, je m'orientais sur les clochers de l'église. Les 2 clochers magnifiques de cette église-là. J'ai entre les mains l'ouvrage, justement, qui fait le comparatif entre les photos d'Edwards puis vos prises de vue. Donc, la photo que j'ai sous les yeux, on distingue un petit peu ces fameuses parcelles triangulaires en forme de rayon. Puis on sait que dans la partie centrale qui est actuellement déclarée site patrimonial, il y a tout un aménagement paysager qui a été fait pour mettre en évidence ce cadastre-là. Par contre, moi, ce qui m'a surprise, c'est qu'il y a beaucoup plus d'arbres aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque d'Edwards, du fait qu'à l'époque, c'était des terres agricoles. En près de 50 ans, la ville de Québec est passée d'un territoire agricole à un territoire urbanisé. Mais qui dit urbanisation dit maison,
qui dit maison dit arbre. Alors, la ville de Québec s'est végétalisée comme jamais auparavant ne l'a été. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a une canopée urbaine à Québec qui est remarquable. Photographier le Trait-Carré avec beaucoup d'arbres, c'est ne pas le voir. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, à ce moment-là, on choisit sa saison. C'est là que j'ai pris, à l'automne, où vraiment, lorsque les feuilles sont tombées, on voit plus la forme encore très originale du Trait-Carré. Et encore, on perçoit certains éléments de l'ancien cadastre radioconcentrique. Il est encore très présent. Encore présent, pas très présent. Vous avez photographié le Trait-Carré à plusieurs reprises. La première fois, c'était en quelle année? La première fois que j'ai dû photographier le Trait-Carré, ça devait être dans les années 80. J'ai continué à le faire. Et ce que j'aime aussi, c'est que je le fais toutes les saisons. Alors, on a le Trait-Carré l'été, l'automne, l'hiver. Le printemps, c'est la moins belle saison, parce que les terrains ne sont pas aménagés, il n'y a pas trop de couleurs. Mais en général, il y a toujours une curiosité qui ressort du Trait-Carré. Comme je vous ai dit, on a 4 saisons, on a 4 paysages. Mais en plus, au Québec, on a des couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est un éclatement de couleurs, c'est remarquable. Écoutez, c'est des bouquets. Ah, c'est fascinant. Un gros merci pour ce survol du Trait-Carré, Pierre Lahoude. C'est vraiment très gentil d'avoir pris le temps ce matin de venir nous rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Quelle chance de pouvoir observer et apprécier le Trait-Carré vu d'en haut. Mais que ce soit dans les airs ou au sol, sa beauté en charme plus d'un. Et ça me rappelle le témoignage de Michel Carreau, qui habite ici depuis 1970. Moi, où je demeure, c'est parce que je suis entre la première avenue et puis le Trait-Carré S, là, qui part de Louis XIV, qui monte, là. Fait que je suis comme en pleine campagne. C'est plein d'arbres alentour. Je m'assois sur la galerie, là, puis j'entends rien. Je vois pas d'auto. Il y a tellement d'arbres avec des feuilles l'été qu'on voit rien, on n'entend rien. Puis l'hiver, on voit les maisons, là, les toits enneigés. Puis beaucoup chauffe au bois. Fait que c'est un vrai paysage des cartes postales où je demeure. Je suis arrivé en 70 dans le Trait-Carré, ouais. Je suis arrivé dans le Trait-Carré, j'avais 26 ans. Moi, je suis content d'être ici, puis je suis pas prêt de partir. J'aurais eu l'occasion souvent de m'en aller, mais non, on restait ici. Puis, c'est parce que des fois, je passe à des places, puis il me revient des choses qu'on a faites, puis j'essaie de me garder le plus de souvenirs possible. Oui, il y a eu la démolition du couvent, là, qui ont fait la bibliothèque. Il y a eu aussi l'aménagement du parc du Sacré-Cœur, les rénovations de l'église. Il y a eu beaucoup de choses, là. Je participais pas, mais j'étais un peu observateur de ça, là. Ça vaut la peine d'être visité. C'est l'histoire un peu de la colonie. Parce que dans le temps, là, j'ai lu un peu ça, et puis c'était le grenier de la Nouvelle-France, hein, Charlesbourg. Parce que de la manière qu'ils appellent ça le Trait-Carré, c'est parce que toutes les terres allaient en direction de l'église. Ça faisait comme des pointes de terre, ça partait de l'église, là, ça s'en allait en élargissant, là, dans les terres, là. Ça, c'était nécessaire pour se protéger des envahisseurs dans le temps. Oui, c'est de l'histoire, hein. C'est l'histoire un peu de la colonie, là, ici, là. Faut pas oublier ça, là. À chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir de la documentation sur ce qui s'est passé dans le Trait-Carré, puis j'essaie de m'informer le plus possible, là. Puis c'est très intéressant. C'est vraiment de l'histoire, hein. Il y a des arbres, là, dans moi où je demeure, là. Il y a un arbre, là, qui a au-dessus de 200 ans. C'est une page d'histoire dans la colonie. Il y a toutes des histoires un peu partout. Il s'agit de se promener puis d'aller voir les gens sur les terrains, là, puis des fois, là, puis ça vaut la peine de jaser un peu. Puis on en apprend tout le temps. Très intéressé, moi, par le Trait-Carré. Je passe pas une journée à l'extérieur en train de faire des petits travaux autour de la maison sans me faire arrêter par des gens qui passent. Puis de me faire dire, mon Dieu, qu'elle est belle. Mon Dieu, que c'est plaisant de venir marcher dans le Trait-Carré. Mon Dieu, il y a toujours des belles activités. Mon Dieu, que c'est le fun. Donc,
Ça commence bien quand on est dans le Trait-Carré comme ça. Le paysage est tellement beau, on est comme dans un village, puis ça rend la chose agréable aussi. Puis c'est magique, surtout pendant l'hiver, près de Noël, c'est très magique. Il se passe bien les choses au Trait-Carré. La grande famille. Le côté humain des gens, moi j'ai des gens qui passent, qui me jasent, puis j'ai pas ça quand je suis ailleurs que dans le Trait-Carré. Dans le fond, il y a une certaine promiscuité que les gens, on dirait qu'ils se sentent pas trop gênés de te dire que ta maison est belle, puis te jaser, puis te dire « Hey, moi j'ai fait telle autre affaire ». Donc ça rend le côté humain est très présent dans le Trait-Carré. Le Trait-Carré est un peu particulier aussi parce qu'il y a des gens qui sont nés au Trait-Carré, il y a des gens qui sont arrivés là depuis longtemps, puis il y a des jeunes nouveaux, des jeunes familles qui viennent s'établir. Ça, c'est pas mal un beau mixte qu'on peut avoir aussi au niveau du Trait-Carré. Le Trait-Carré, un joyau chargé d'histoire et de souvenirs selon M. Carreau, mais aussi un coin très humain comme le souligne Céline Perrault que nous venons d'entendre. Madame Perrault réside dans le Trait-Carré depuis presque 10 ans maintenant. C'est un lieu chaleureux où les jeunes et les moins jeunes se côtoient. Cette mixité d'âge, j'ai voulu la retranscrire dans ce balado pour représenter le Trait-Carré tel qu'il est vraiment. Elle fait jeûner à 11 ans et son papa Claude ont accepté de partager leurs ressentis sur leur quartier. Ben, pas mal tout dans le Trait-Carré, c'est vraiment formidable. Les fêtes qu'on fête, le moulin des Jésuites, ben, les personnes qui habitent. Parce que ben, c'est cool pouvoir parler avec eux, puis c'est pas mal ça. Si on serait seul dans le Trait-Carré, je trouverais ça cool, c'est sûr, mais déprimant pareil, parce qu'on aurait personne à qui parler ou voir du monde. Vraiment, avec le Trait-Carré, je découvre plein de nouvelles choses, souvent les fleurs, les arbres, puis c'est cool. Parler comme je vous disais, puis j'adore rire dans le Trait-Carré, là, puis c'est passionnant. Non, mais avec les fleurs, les arbres, tout ça, c'est hot parce que c'est un des endroits où je trouve qu'il y en a qu'il y a beaucoup de fleurs puis d'arbres dans la région de Québec, dans Châteaubourg, là. C'est très cool. C'est, je pense, la meilleure place au Québec. Moi, j'aimerais vraiment habiter ici plus tard, là. Puis, c'est pas mal ça, j'adore le vivre au Trait-Carré. Je suis né là, mais j'ai racheté la maison de mon grand-père, au coin de Première Avenue et Trait-Carré, Est. Puis, j'ai élevé mes enfants là, j'ai retapé la maison de A à Z. Je suis encore là aujourd'hui. Puis, c'est la vie urbaine, mais c'est comme en campagne. Il y a aussi le monde, là, les voisins, l'ambiance, les fêtes, ça bouge. Ça m'est rarement arrivé de marcher puis de pas saluer les gens. Puis, les gens sont fins. Moi, je trouve que ça évolue bien, le Trait-Carré. Écoute, j'en aurais tellement à dire, mais je trouve que ça évolue bien parce que au Trait-Carré, il y a eu des très, très gros investissements. Ils ont refait la bibliothèque. Ils ont enterré les fils. Ils ont mis de l'éclairage. Ils ont refait une ambiance absolument géniale. Ils ont refait les goules pluviales. On a eu des subventions pour retaper nos bâtiments. Moi, ce que j'aime, c'est un peu l'évolution de tout ça. Au niveau de l'urbanisation, mettons. Mais là, ce qui s'en vient, ce qui est le fun, depuis quelques années, c'est l'ambiance pour amplifier les fêtes. Donc, il y a des belles histoires de famille puis qui sont là, puis il y a des beaux bâtiments. Là, mais chacun des bâtiments mérite d'être retapé comme à l'époque parce que c'était tellement beau. L'église, c'est hallucinant, cette église-là. Moi, je suis né ici, puis j'étais à l'église jeune. Tu sais. L'architecture, tu sais, c'est en bois. Donc, l'église, moi, ça sent mon coup de cœur. C'était un beau coin. Fait que ce que j'aime du Trait-Carré, c'est l'histoire. L'histoire du Trait-Carré, c'est fou raide, là. C'est notre histoire à nous autres. Là, c'est pas l'histoire du voisin. Là, dire, le Québec part de là. C'est fascinant de voir comment c'est que ça marchait à l'époque. Là, il y avait les boulangeries, il y avait les forges. Il y a 3 boulangeries, 3 forges. Moi, c'est l'histoire. L'histoire des familles. L'histoire de ma famille à moi qui est là, c'est sûr. Puis on l'apprend tout le temps. J'ai pas la réponse à toutes les questions. Donc, donc on en découvre. C'est pas parce que je vis ici que je connais tout. Là. Absolument rien à tout. Ça va dans le tour. On découvre l'histoire, on se découvre nous-mêmes, on découvre nos familles. Et c'est nos racines. Puis il faut s'en rappeler, puis il faut les respecter.
L'aspect historique semble très enraciné dans le Trécarré. De nombreuses personnes comme Claude Genet ont souligné leur intérêt, leur attachement à l'histoire de la région, à leurs propres racines. Ce sentiment d'appartenance est décuplé par ce lien avec le passé. Et pour bien comprendre la spécificité historique de notre quartier, j'ai demandé quelques explications à Benoît Grenier, qui est historien spécialiste de la Nouvelle-France et du monde seigneurial au Québec. Bonjour et merci d'être présent avec moi pour discuter un petit peu de l'histoire de notre magnifique quartier. Ça me fait plaisir d'avoir accepté ton invitation à venir parler aujourd'hui. Commençons par le commencement. Le Trécarré est créé par les Jésuites en 1665 et à l'époque, bien sûr, c'est la Nouvelle-France. Son tracé unique contraste avec les autres terres qui prennent plutôt la forme de longues bandes rectangulaires qui partent du fleuve ou des rivières. Ces différentes façons de faire peuvent-elles nous renseigner sur le fonctionnement de l'exploitation des terres agricoles en Nouvelle-France et sur l'organisation physique des seigneuries? Comme le disait Marcel Trudel, on n'a pas vraiment d'acte de documents historiques qui nous dit, qui ordonne la manière dont vont s'occuper les terres en Nouvelle-France. C'est sûr qu'avec le temps et l'expérience, on va voir se développer une forme géométrique qu'on a associée au régime seigneurial en Nouvelle-France, ces longs rectangles perpendiculaires au cours d'eau. Ça se met en place, mais à l'époque des centres associés, donc 1627-1663, à l'époque des premières seigneuries, on voit toutes sortes de tentatives, toutes sortes d'essais, puis qu'au début, on n'a pas encore trop une connaissance, une compréhension du territoire. D'ailleurs, on l'associe au régime seigneurial, mais quand on regarde ce qui s'est passé en Louisiane, quand on regarde ce qui s'est passé dans le peuplement éventuellement du Manitoba, la vallée de la Rivière-Rouge, on a exactement les mêmes alignements. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que fondamentalement, c'est la question de l'accès à l'eau. C'est le réseau hydrographique qui est la clé pour comprendre le peuplement de l'Amérique du Nord. Je dis souvent que le fleuve Saint-Laurent, c'est l'autoroute 20 du 17e, 18e siècle. Alors, évidemment, c'est d'abord et avant tout une adaptation au territoire. C'est pas l'essence même du régime seigneurial. D'ailleurs, il suffit de regarder n'importe quelle carte de la France du 17e ou du 18e siècle pour voir que si on a transplanté le régime seigneurial comme institution d'encadrement de la population, comme mode de propriété, on n'a pas transplanté du tout la façon d'occuper le territoire, puis la façon d'occuper le sol. On a en Europe des villages beaucoup plus concentrés, un territoire qui est beaucoup plus dense, un phénomène villageois plus important aussi, puis on n'a pas calqué ça en Nouvelle-France. Quoique, et là on en arrive au cas particulier des villages en étoile de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, de Charlesbourg actuel, c'est l'exception qui confirme la règle. En effet, on voit très bien sur des cartes anciennes et même sur des photographies aériennes plus récentes que le secteur de Charlesbourg est plutôt unique. Charlesbourg apparaît un cas d'espèce parce que on ne suit pas un cours d'eau. On est dans un peuplement à l'intérieur des terres, après qu'on ait occupé, on pourrait dire, le long de la rivière Saint-Charles, le littoral de ce qui est la façade là, de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, jusqu'à frapper, si vous voulez, la limite de la seigneurie de Beauport, c'était la rivière Beauport. Donc, quand on concède, quand on organise le village qui va devenir ce qui est le Trécarré aujourd'hui, c'est tout à fait original, plus près de ce qu'on connaît en Europe, justement peut-être par une volonté des autorités, puis on pourra en reparler du contexte, mais c'est vraiment un cas exceptionnel dans la colonisation de la Nouvelle-France. Donc, c'est vrai que d'un point de vue défensif, d'un point de vue communautaire, c'était une approche très intéressante, mais qui répondait peut-être pas aux spécificités là, du territoire et puis au mode de déplacement dans le territoire. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a en Nouvelle-France qui ressemble le plus à un village typiquement français du 17e siècle. Le roi de France, Louis XIV à l'époque, a ordonné un décret qui demandait à la population de se regrouper en bourg et en village. On voit que les Jésuites ont appliqué cette ordonnance à la lettre puisqu'ils ont planifié le village du Trécarré. Cependant, il y a peu d'exemples de l'application de ce décret. Savez-vous pourquoi il y a eu si peu d'organisations en bourg et en village en Nouvelle-France? Il y a cette volonté royale de densifier dans un but de sécurité. On
OK? Ça, c'est clair. Il y a évidemment un décalage entre ce qui est exigé, ordonné par, même si c'est le roi, et ce qui se fait concrètement sur le terrain. Donc, dans les faits, oui, on souhaite que les gens se regroupent parce que plus grande sécurité, donc on peut imaginer moins de besoin d'investir, d'envoyer de troupes sur le long terme, parce qu'on pense au long terme. Bon, dans les faits, on est confronté à une réalité. Il y a certains petits noyaux. Il y a déjà peut-être une dizaine de villages là, ou pseudo-embryons de villages qui existent en 1663 dans le coin de Sillery, Boucherville, Beauport, Trois-Rivières, évidemment, là, qui n'est pas encore autre chose qu'un noyau villageois. Mais on n'arrivera pas à donner une impulsion qui va changer la façon d'organiser le territoire. En Nouvelle-France, là, le roi a beau ordonner « regroupez-vous », c'est vraiment le temps. C'est vraiment la densification de la population qui va, avec la création de paroisses, qui va amener la création des villages, et pas le contraire. C'est sûr que le cas du Trait-Carré est un contre-exemple, un très beau contre-exemple, qui aurait pu être repris partout, mais la logique et l'empreinte territoriale, hydrographique et topographique ont été plus forte que cette volonté-là de regroupement. Peut-être aussi l'habitude qui s'était déjà pris depuis un demi-siècle là, dans la façon de s'occuper. Et puis, c'est beaucoup plus simple de concéder des terres, les unes après les autres, qui sont alignées. Donc, si je comprends bien, on avait déjà une façon d'occuper le territoire qui fonctionnait très bien, en suivant les cours d'eau, et dans les faits, on a continué d'appliquer cette méthode qui était peut-être plus adaptée au territoire. Néanmoins, ce que les Jésuites ont mis en place avec le Trait-Carré reste une planification hors norme en Nouvelle-France. C'est sûr que ce que font les Jésuites en 1663, ça marque une rupture, d'une part d'un point de vue de la géométrie, de la réflexion géométrique très, très poussée sur la mise en place de ce village, puis sur le plan de la société aussi, parce que ça crée vraiment un bourg villageois. Effectivement, on comprend bien sa spécificité et le contexte entourant sa création. Merci Benoît Grenier de nous avoir éclairé un petit peu plus sur les origines historiques du Trait-Carré. Merci beaucoup de cette invitation, puis ça a été un grand plaisir. Le passé du Trait-Carré est captivant et nous apporte une meilleure compréhension sur son peuplement. Beaucoup de familles pionnières de la Nouvelle-France sont venues justement s'établir ici, puisque la seigneurie Notre-Dame-des-Anges est une des premières à avoir été concédée en 1626. On peut donc comprendre pourquoi plusieurs résidents et résidentes du Trait-Carré sont fascinés par cette histoire, leur histoire. J'aimerais justement vous faire entendre les témoignages de Madame Danielle Guimont et Monsieur Steve Derry à ce sujet. La région ici, elle a vu arriver des premiers colons qui venaient de France, là. Je trouvais ça bien spécial de savoir que il y a des premiers colons qui s'étaient établis ici, parce que la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, c'est les terres qui avaient été données aux Jésuites, qui aux autres en ont fait la distribution aux premiers colons. Le parc de la commune, c'est là que les gens qui cultivaient, qui avaient des animaux, ils faisaient paître leurs animaux. On a toujours l'interprétation de la fameuse étoile, là, de la façon dont le Trait-Carré a été organisé en étoile. Ça nous met en contact avec l'histoire. À l'époque, là, vous savez que les rues ont changé de nom. Moi, quand je suis arrivée à Charlesbourg, ils appelaient ça la 80e rue, alors qu'aujourd'hui, c'est le boulevard Louis XIV. Nous autres, on restait entre la 1e avenue et la 3e avenue ouest, puis dépassé la 3e avenue ouest, ils continuaient de construire des maisons, là. Fait que c'était des endroits qu'on appelait en développement. Pour nous autres, ça nous apparaissait la campagne, parce que c'était beaucoup moins peuplé. Ben, ici, dans le Trait-Carré, à l'époque où moi je suis arrivée, il y avait encore des agriculteurs. Ben, moi, je trouve que c'est un arrondissement éduque, c'est unique en Amérique du Nord. Quand j'ai déménagé, moi, ici, là, ils ont tout réaménagé le Trait-Carré en enterrant les fils électriques, là. Partout dans le Trait-Carré, il n'y a pas de fil électrique en l'air, là. Puis, en refaisant les rues, vous savez, les rues, ils sont pas grandes, là. Puis, ils ont tout refait, le Trait-Carré. C'est parce que il y avait les plans d'aménagement du Trait-Carré. Ben, moi, quand je suis arrivée ici, ils étaient en train de le refaire. Des fois, je blague en disant, ils ont fait un Trait-Carré plus beau pour moi.
j'ai l'impression d'être en contact avec l'histoire des gens qui ont été les premiers à vivre ici. C'est ça que j'aime. C'est beau, la beauté du lieu est importante aussi. En étant dans un quartier historique, on a un petit peu une garantie que ça va perdurer, qu'il n'y aura pas de condos qui vont venir s'installer chez notre voisin. C'est un attrait là, important là, pour nous. C'est la concentration de vieilles maisons qu'on y retrouve. On trouve ça vraiment intéressant. Et la protection qu'il y a dans le Trait-Carré. On voit beaucoup de maisons qui se font démolir un peu partout. Et dans le Trait-Carré, ça n'arrivera pas, je ne crois pas, à cause du secteur patrimonial qui est protégé. Ça, c'est une des choses qui nous attirait. Et aussi, le petit caractère village là, dans la ville. On est comme vraiment dans un petit village avec les services tout près, la bibliothèque, la boulangerie, etc. La bibliothèque et ce petit secteur-là avec l'église, tout ça, là, ça fait un petit noyau là, vraiment, vraiment intéressant. Si on n'avait pas été dans un site patrimonial, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu des subventions. Donc, il y a des chances qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait présentement. C'est sûr qu'il y a des contraintes, mais à quelque part, nous, ça ne nous dérange vraiment pas parce que c'est ce qu'on recherche, le cachet du Trait-Carré. Donc, s'il n'y a pas de contraintes, les gens vont se mettre à faire n'importe quoi, puis on va perdre le cachet du Trait-Carré. Donc, nous, on trouvait que c'était même un avantage, ces contraintes-là. Il y a des inconvénients, mais il y a des très beaux avantages aussi. Le caractère historique, c'est très ancien. C'est les premiers colons, si je ne me trompe pas, qui sont venus s'établir ici, en s'éloignant là, du fleuve et des cours d'eau en général, parce qu'il n'y a pas de cours d'eau majeur ici à Charlesbourg. Jadis, il y a déjà eu un ruisseau, mais il est enterré, enseveli là, présentement. Aussi, de mon côté, c'est pas la raison pour laquelle on s'est envenu ici, mais en faisant les recherches, puis en choisissant la maison qu'on a présentement, en faisant l'achat, on a réalisé qu'elle avait appartenu à ma famille, la famille Villeneuve. Donc, ça a été un petit plus là, pour s'en venir ici. Dans le fond, mon grand-père, Lorenzo Derry, sa grand-mère à lui, c'était Odélie Villeneuve qui est née dans cette maison-là. Donc, ça a été ses parents à elle, ses grands-parents, etc. Mais donc, il y a quand même un lien familial qui nous donne un petit plus là, quand on fait la restauration, on pense souvent à ça, ça nous encourage. C'est étonnant de voir à quel point l'histoire du Trait-Carré n'est pas enfermée dans un livre. En réalité, le livre continue de s'écrire à tous les jours. L'histoire est bien vivante et côtoie chaque jour les gens qui y circulent. Toutefois, préserver un tel joyau patrimonial comporte de nombreux enjeux. Monsieur Derry mentionne dans son témoignage que le Trait-Carré est un quartier historique protégé. En effet, c'est en 1965 que le secteur a été déclaré site patrimonial. Et afin de bien comprendre en quoi consiste concrètement cette mesure de protection, j'ai invité M. Sylvain Lisotte, conseiller en patrimoine au ministère de la Culture et des Communications depuis plus de 10 ans, à venir en parler en détail avec moi. Bienvenue Sylvain Lisotte. Merci. On vous rencontre aujourd'hui pour discuter plus précisément du site patrimonial de Charlesbourg. Une première question, qu'est-ce qu'un site patrimonial ? Oui, un site patrimonial déclaré, c'est un territoire de grande dimension. Donc, on parle effectivement d'un territoire qui n'est pas à l'échelle d'un immeuble ou de quelques immeubles, mais on parle d'une grande dimension. Ici, à Charlesbourg, on parle d'environ 150 immeubles qui présentent un intérêt à l'échelle du Québec, donc pour la collectivité large québécoise, pour différentes valeurs patrimoniales, notamment des valeurs historiques, architecturales, ethnologiques, archéologiques. À l'échelle du Québec, on a 13 sites patrimoniaux qui ont été déclarés de 1963, le Vieux-Québec, à 2018, Arvida, qui est le plus récent. Dans le contexte de 1963, de la loi sur les monuments historiques, à l'époque, on parlait d'un arrondissement historique. Donc, souvent, les gens ont encore en tête, quand on parle de Charlesbourg, de l'arrondissement historique. Mais depuis 2012, depuis la loi sur le patrimoine culturel, on parle d'un site patrimonial déclaré. En 1965, c'était le lieutenant-gouverneur en conseil qui vraiment faisait le geste. Donc maintenant, c'est vraiment une décision du gouvernement. Donc c'est le Conseil des ministres, sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications, qui prend la décision. Mais dans les deux cas, un peu la logique est la même. L'objectif est de protéger un ensemble urbain. Donc vraiment, on parle d'un ensemble urbain, non pas seulement un immeuble, quelques immeubles, mais un organisme, donc vraiment urbain, avec des maisons, des institutions, des rues, des terrains. Et on voulait et on veut encore
le mettre sous réserve afin d'assurer une certaine gestion pour s'assurer que son développement se fasse de manière harmonieuse dans le temps. On a rencontré Pierre Lahoude. Pierre Lahoude, qui est photographe, historien, photographe aérien. On a survolé le Trait-Carré avec lui, donc on a vu sa spécificité. On a comparé avec les photos de M. Edwards qui ont été prises en 1937. Alors, vu du ciel, on a compris un petit peu cet agencement, mais de votre point de vue, à vous, en tant que professionnel au ministère, pourquoi Charlesbourg, pourquoi le site patrimonial de Charlesbourg a été déclaré en 1965? À partir de 1949, Charlesbourg devient une ville. On parle de lotissement de terres agricoles, de démolition de maisons anciennes, ce qui fait qu'il venait important de protéger en 1965 ce territoire-là, en fait le cœur du Trait-Carré, pour éviter que ce processus-là, qui était déjà en marche, affecte durablement le centre du Trait-Carré et son ensemble urbain unique. En fait, à l'époque, c'est sûr que c'était beaucoup axé sur l'architecture. Dans la perspective de 1965, la perspective de l'époque, c'était beaucoup axé sur l'architecture, l'histoire et la question urbaine, bien sûr, parce qu'ici, par rapport à d'autres sites patrimoniaux, la particularité, c'est que c'était un ensemble urbain planifié selon un plan qui était unique. Donc ici, bien sûr, la question urbaine a pris beaucoup plus de place. Donc, si je résume, c'est un enjeu historique, un enjeu de préservation. Comment est-ce qu'on protège un site patrimonial? La protection d'un site patrimonial, d'un ensemble urbain ancien, ça ne repose pas sur un acteur unique ni sur une approche unique. Ça repose d'abord sur l'ensemble des parties prenantes, la concertation entre les parties prenantes, notamment les citoyens, qui sont vraiment très importants dans ce processus-là. Ça doit inclure également une question d'aide financière aux propriétaires, parce que dans le fond, les propriétaires ne doivent pas assumer seuls la protection de ce site-là, qui est un site d'envergure québécoise, donc nécessairement, il y a une certaine charge qui leur est dévolue, et dans le fond, il faut le faire collectivement. Ensuite, il y a des questions, bien sûr, ça passe par des questions de mise en valeur et de médiation culturelle. Donc, pour que la protection réussisse bien, ces éléments-là doivent être présents. Il y a aussi, bien sûr, les investissements publics qui doivent être au rendez-vous, sous la mesure, par exemple, des projets structurants publics. Donc, je pense que c'est une combinaison de tous ces éléments-là qui assurent une protection optimale. Les actions immédiatement mises en œuvre suite à la déclaration du site, est-ce qu'il a fallu que les paliers gouvernementaux, la municipalité agissent rapidement? On parle d'enfouissement des câbles électriques. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre dans les années 60-70 ou est-ce que ça a été fait plus tard? Ça a été fait, je crois, plus tard, effectivement, des interventions, notamment dans les années 80. Faut se mettre en contexte. En 1979, il y a des premières ententes de développement culturel qui sont signées entre les villes et le ministère, ce qui fait qu'à partir de là, le ministère a fait des partenariats financiers avec les municipalités. Donc, les municipalités ont des moyens, donc avec le gouvernement, de faire des actions. Ce qui fait que les actions dont vous parlez, par exemple, enfouissement de fils, acquisition, restauration, mise en valeur de bâtiments, c'est plus des actions qui débutent dans les années 80, dans les années 90. Parfait, merci beaucoup pour les réponses à ces questions pour le premier épisode. C'est super intéressant, c'est fascinant. Merci, ça fait plaisir. Ainsi, la déclaration de protection ne cherche pas à reproduire la vie d'autrefois, ni même à figer le Trait-Carré dans le temps. Le quartier reste bien vivant, son histoire continue à s'écrire au fil des générations. L'encadrement du site patrimonial vise plutôt la protection des éléments matériels qui risquent de se dégrader avec le temps. Et comme il y a seulement 13 sites patrimoniaux déclarés dans toute la province du Québec, on peut se dire qu'on est choyé de vivre au cœur de l'un d'entre eux. Le Trait-Carré a en effet une valeur exceptionnelle, tant du point de vue de son histoire que du patrimoine, que du côté humain ou familial, ou encore de par sa beauté, que ce soit sur le plancher des vaches ou dans les airs. Pour terminer cet épisode du podcast, je laisse la parole à René Cloutier qui va nous résumer un petit peu la vie et l'ambiance du Trait-Carré, là où il habite depuis toujours. Mon grand-père a émigré du Trait-Carré quand il s'est marié en 1901. C'est une histoire de famille. Il y a un attache familial. Les souvenirs, souvenirs d'enfance. Non, mes attaches sont ici.
Les gens que je connais sont ici. Donc, non, c'est mon milieu. Puis, c'était rural. Hein. C'est un village agricole, Charlesbourg. On est à la campagne. Mais c'est une agriculture de subsistance. C'est pas une agriculture industrielle. Alors, les gens élèvent 3-4 vaches, 4-5 cochons. Même le curé, son troupeau. Mais à l'origine, la commune, là, c'est le pâturage. Hein. Il n'y a pas de maison. Là. Il y a l'église, le cimetière primitif. Donc, la vie était animée, mais une vie rurale, une vie d'agriculteur. Quand on avait des achats à faire d'importance, c'était à Québec qu'il fallait aller, dans les grands magasins de Québec. Et le Trait-Carré, c'était la rue qui faisait le tour de l'église. Et les terres partaient du Trait-Carré. On le voit très bien sur les plans, sur le cadastre. Alors, c'était le centre du village. Et tous les services étaient là. Hein. Vous aviez évidemment l'église, vous aviez le bureau de poste, vous aviez les forgerons. À ce moment-là, la circulation, c'était une circulation hippomobile surtout. Il y avait donc, la livraison se faisait avec des chevaux, livraison du lait, livraison du pain. Donc, il y avait des boulangers, il y avait des cordonniers, il y avait des épiciers, si on pourrait dire les dépanneurs d'aujourd'hui. Hein. Donc, épiciers, bouchers. Et c'était tellement central, tellement le cœur de la vie. Mais tout ça, ça se passait au Trait-Carré. Il y avait peu de circulation automobile. Hein. Donc, notre terrain de jeu, c'était la rue. Les événements religieux aussi se passaient au Trait-Carré. Et puis, il y avait des petits commerces aussi, vraiment pour les enfants. Ça, on vendait ce qu'on disait des bonbons à la Seine. Et chaque école, garçons, filles, c'est séparé, avait ses horaires aussi particuliers pour éviter que les garçons et les filles se rencontrent. Les familles étaient nombreuses et puis les gens étaient occupés par les travaux domestiques. Alors, les jeux, vous savez, c'était du luxe, là. Donc, les rencontres se faisaient à l'église. Là, l'église, c'était le grand centre de rencontres. Puis c'est sûr, il y avait aussi l'odeur, selon les saisons. Vous avez les pommiers en fleurs, là, ça sent mieux que le reste de l'année. Vous avez les lilas. Le Trait-Carré en soi est un petit bijou. Heureusement, en 1965, il y a une mesure qui a été prise d'en faire un arrondissement patrimonial, ce qui a sauvé de la destruction plusieurs maisons. Les gens, maintenant, sont conscients, Trait-Carré, d'avoir un patrimoine important, intéressant, unique. Mais le Trait-Carré est unique. Et c'est pour ça, donc, sa mise en valeur est essentielle. Vous venez d'écouter le premier épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Trait-Carré. J'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, vous entendrez des résidentes et des résidents discuter avec passion de l'architecture du quartier et de la restauration de leur maison. À très bientôt.